Merci. Bonjour, pour ceux que je n'ai pas vus ce matin et en début d'après-midi, merci de nous accorder votre écoute sur cette présentation. Effectivement, la pérédance en réhabilitation psychosociale a toute son importance, mais je reconnais que début juillet, lorsque nous recevons le thème du colloque annuel, faire avancer les pratiques grâce à la recherche en réhabilitation, je ne cache pas que dans un premier temps, je me retrouve face à une page blanche. Pour préciser, la clinique Saint-Maurice est un établissement de santé privé qui n'a pas forcément de service dédié à la recherche, ni d'équivalent temps plein, ni même de financement. Et je tombe dans une sorte de biais cognitif et je me dis, bon ben moi je ne fais pas de recherche, donc je n'ai pas ma place pour présenter quoi que ce soit sur le colloque. Et je suis bien malheureuse parce que ça reste pour autant au cœur de nos préoccupations, que ce soit nos préoccupations cliniques, éthiques. Donc je décide de pas en rester là, évidemment. Donc je contacte le docteur Legros qui a eu la gentillesse d'ouvrir un peu mon champ de vision. Madame Cotier également à l'ARS qui suit toujours de très près les thématiques du colloque. Et grâce à elle, je reconnais qu'elles nous ont permis de mettre en avant l'intérêt que la pérédante que nous avions à nos côtés pendant une année Haute Chevalier, comme elle était partie parallèlement à ses interventions sur l'établissement sur un diplôme universitaire de pérédance, cette dynamique-là, puisqu'un diplôme universitaire c'est un travail de recherche, la dynamique qu'Aude avait entamée pouvait nous permettre de faire le lien effectivement entre ses actions sur l'établissement et son travail de recherche. Et grâce à cette ouverture d'esprit que le docteur Legros a pu m'apporter, nous pouvons vous présenter le fruit de notre réflexion aujourd'hui. Effectivement, la pérédance professionnelle en réhabilitation psychosociale, de la recherche fondamentale à l'expérimentation sur l'établissement. Je ne reprendrai pas ici les notions de pérédance et de réhabilitation psychosociale, puisque là je pense que nous sommes tous des initiés dans la salle. Tout de même, en préambule, je souhaitais présenter le processus de professionnalisation de la pérédance, qui se distingue bien de la pérédance bénévole et a toute son importance dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Donc dans les prérequis, effectivement, le patient qui va devenir père aidant doit être évidemment rétabli et volontaire dans cette démarche. Et il doit également être coopté par son médecin psychiatre, mais également par le médecin psychiatre référent du pôle des usagers. C'est-à-dire que certes, il est rétabli, certes, il est volontaire, mais on a également, c'est également chapeauté par une cooptation médicale qui va valider que le patient est bien en mesure de de partir sur cette aventure-là. Une fois que cette validation est faite et que tous ces prérequis sont réunis, le père aidant va pouvoir bénéficier d'une formation de 11 jours, la formation usager partenaire. Cette formation va lui permettre de mener des permanences et des entretiens individuels au pôle des usagers. S'il est parfaitement motivé, il a la possibilité de poursuivre cette démarche de professionnalisation par la mise à disposition de ses compétences au-delà du pôle des usagers en établissement de santé, et ce qui nous a permis de bénéficier donc des interventions de Aude sur l'établissement. Au-delà de ce processus de professionnalisation, il peut pousser plus loin et plus avant sa démarche et se présenter au diplôme universitaire de formation à la pérédance professionnelle pour favoriser le rétablissement en santé mentale. Programme à la fois de réflexion et de recherche. Et c'est dans ce contexte que Aude, père aidant, donc mise à disposition par le CHU Esquirol dans le cadre de notre partenariat avec le PTSM, a débuté ses interventions à la clinique Saint-Maurice et s'est parallèlement lancée dans le diplôme universitaire. Et à ce titre, je vais lui laisser la parole. Elle va vous présenter le fruit de son travail autour de la pérédance au bénéfice des patients. Merci Florence. Donc je vous présente le projet, le fruit de mon travail. Donc la naissance du projet va montrer que la littérature scientifique était vide de recherche en ce qui concerne les groupes en co-animation père aidant soignant. Alors dans mon parcours personnel,
L'autostigmatisation, la confiance et l'estime de soi, ça a été quelque chose de très important. Moi, je pense que c'est la clé. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été la clé. Donc, j'avais déjà pour idée d'agir sur ces notions-là. Donc, l'autostigmatisation, la confiance et l'estime de soi. Donc il existait beaucoup de groupes de parole animés uniquement par des soignants et on a voulu rajouter la notion de père aidant, on a voulu rajouter un père aidant donc, dans les groupes pour voir un petit peu ce que ça pouvait apporter. Donc le programme de recherche, c'était évaluer l'impact d'un programme thérapeutique en binôme père aidant soignant sur le thème de l'autostigmatisation, la confiance et l'estime de soi en contexte d'addiction. Donc la problématique que nous avions relevée, donc comme je vous ai dit, l'autostigmatisation c'est très important dans le parcours de rétablissement. Donc comment diminuer l'autostigmatisation et améliorer la confiance et l'estime de soi des personnes présentant un trouble de l'usage de substances. Donc nous sommes partis sur l'hypothèse qu'un groupe de parole à visée thérapeutique, mobilisant le savoir expérientiel du père aidant, en complémentarité du savoir professionnel du soignant, permettrait d'améliorer l'accompagnement vers le rétablissement pour les personnes souffrant de troubles addictifs, en réduisant donc leur niveau d'autostigmatisation et en augmentant leur confiance et leur estime d'elles-mêmes. Du coup, donc, un petit peu, je vous présente la méthode du projet. Donc, nous étions en co-animation, donc père aidant qualifié, infirmière en addictologie. Alors je dis qualifié, j'avais suivi donc la formation des 11 jours, et puis j'avais exercé déjà depuis à peu près 6 ou 8 mois au pôle des usagers. Donc pour qui? Donc pour les personnes souffrant de troubles addictifs, dans l'objectif, donc on l'a dit tout à l'heure, d'augmenter la confiance et l'estime de soi et réduire le niveau d'autostigmatisation. Donc on a procédé en groupe de parole fermé sur 10 séances, donc sur différentes thématiques comme elles sont présentées ici. Donc la première séance a pour thématique l'estime de soi. La deuxième, la stigmatisation et l'autostigmatisation. La troisième séance, on parle de la maladie addictive. La quatrième séance, les qualités. La cinquième, les qualités, et on y ajoute la notion des valeurs. Ensuite, les jeux de rôle. Donc, les jeux de rôle, il faut savoir qu'on prend des situations vécues de stigmatisation ou d'autostigmatisation. Donc ça a plutôt un impact, ce genre de séance, ça marche très bien. Ensuite, on fait un atelier créatif. La 8e séance a pour thème l'alliance thérapeutique et les personnes ressources. La 9e, on travaille sur les émotions. Et la 10e, donc on s'intéresse aux objectifs et perspectives pour l'avenir. Donc pour nous aider dans notre recherche, on a utilisé 3 questionnaires d'évaluation. Le premier, donc, c'est le questionnaire ISMI, qui est validé donc, scientifiquement pour l'autostigmatisation. L'échelle de Rosenberg pour l'estime de soi. Et ensuite, le troisième, c'est un questionnaire d'auto-évaluation que nous avons trouvé sur le programme NECT. En fait, c'est vraiment la personne qui s'auto-évalue sur sa confiance en elle. Voilà. Donc pour ce diplôme universitaire, pour ce projet, on a utilisé plusieurs supports. Donc le photolangage, les jeux de rôle, l'outil créatif, des vidéos et des capsules vidéo, ainsi qu'un web documentaire sur lequel j'ai participé. C'est le collectif Zest de Lyon, du coup, qui m'a proposé ce projet. Donc peut-être que vous en avez déjà entendu parler d'ailleurs. Relions-nous.org. Donc si vous voulez aller voir, moi c'est un outil que j'utilise régulièrement sur mes groupes et donc que j'ai pu expérimenter sur la clinique de la Jonchère avant de pouvoir le mettre en place sur mon projet de diplôme. Voilà. Donc d'où le lien avec la clinique Saint-Maurice, puisque j'ai pu donc par le biais des groupes de parole que je présentais là-bas, expérimenter un petit peu mes outils pour voir un petit peu si ça fonctionnait ou pas. Et pour pouvoir le mettre en place ensuite. Donc cette expérience du coup a effectivement contribué à réduire l'autostigmatisation chez les personnes concernées par un trouble de l'usage et à renforcer leur estime et leur confiance en elles. Donc partant de cette conclusion, on a mis en place un groupe de parole hebdomadaire ouvert sur l'hôpital de jour où donc j'ai
j'ai fait ce projet. Et on a remis en place le programme depuis début septembre. Donc on en est à la 4e séance pour justement alimenter notre recherche. Voilà. Et donc je vais passer la parole à Florence Houdard pour la suite. Merci. Alors, je pense que s'il n'est plus à prouver que la péridance professionnelle est indispensable pour que le vécu du péridant soit mobilisé de manière utile et sécurisante au bénéfice du patient, il me tenait à cœur aussi, puisqu'il y a une thématique de recherche dans cette présentation, de mettre en avant que la péridance professionnelle est également une véritable activité de réhabilitation psychosociale pour le péridant lui-même. Et c'est là vraiment le cœur de mon sujet, de cette partie que je tiens à développer auprès de vous. Et c'est là que je veux vraiment vous convaincre. Nous sommes sur un colloque de réhabilitation psychosociale. Et si on reprend les attentes et les attendus de la réhabilitation psychosociale, on se rend bien compte que, je vais vous le décliner là, être péridant est une activité en soi de réhab. Dans les objectifs, dans les attendus, la réhab sert à renforcer l'identité et l'estime de soi. Passer du statut de patient à celui de ressource redonne une place sociale valorisante. Témoigner de son vécu, en voyant que ce témoignage aide l'autre, renforce la confiance en soi. Et c'est ce vers quoi on tend et c'est ce dont on parle depuis ce matin. Hein, l'estime de soi, la confiance en soi. Ça favorise une construction identitaire. Le péridant n'est plus défini uniquement par les difficultés qu'il a traversées, mais bien par ses compétences et par son expérience. Autre attendu, sentiment d'utilité, d'appartenance sociale. Être péridant, c'est retrouver un rôle actif dans la société. Le sentiment d'être utile, ça nourrit la motivation, la dignité, la résilience. L'intégration dans une équipe de soins favorise l'inclusion et la reconnaissance sociale. Autre attendu, développer des compétences et se réinsérer professionnellement. Les péridants acquièrent des compétences en communication, en écoute, en médiation, en accompagnement. Ça peut être une étape vers un projet professionnel, vers une formation ou un retour à l'emploi. Je crois que vous avez signé un 0,4 équivalent temps plein à l'UTEP. Exactement. Donc, preuve aujourd'hui avec Aude. Donc, les péridants participent à leur propre réhabilitation psychosociale en reprenant un rythme, des responsabilités, sa présence aujourd'hui, sa présence au pôle des usagers, sa présence indéfectible sur les groupes de travail qu'elle menait sur mon établissement. Elle s'engage, elle respecte ses engagements. C'est également un soutien au rétablissement personnel. Aider les autres permet de redonner un sens à son propre parcours de rétablissement. En aidant l'autre à avancer, je consolide aussi mon chemin. Le péridant reste connecté à des stratégies de soins, d'entraide et de prévention de la rechute. Enfin, empowerment et citoyenneté active, on l'a également évoqué ce matin, la péridance est une pratique d'empowerment mutuel. Elle renforce le pouvoir d'agir aussi bien pour le patient, donc pour l'aider, que pour l'aidant. Pour le péridant, c'est une expérience de citoyenneté, une manière d'exercer ses droits et de participer activement à la communauté. En témoigne Aude, que l'on a vu évoluer pendant cette année de collaboration. Sa posture, lorsqu'elle est arrivée dans l'établissement en juillet l'année dernière, sa posture, sa présentation physique un peu cachée, un peu en turbané avec c'était un turban que vous aviez et au fur et à mesure on l'a vu se redresser, se déployer, libérer ses cheveux, s'ouvrir aux autres, gagner en confiance et on l'a vu également sur la qualité de ses interventions. Elle me sollicitait moi pour donner mon avis, elle le préparait, c'était beaucoup plus riche, beaucoup plus développé, le ressenti des patients était de plus en plus les retours ont toujours été positifs, mais eux-mêmes sentaient vraiment que vous étiez ancrés dans votre activité, dans ce que vous aviez à donner. Aude a progressé dans son propre parcours de rétablissement.
Et pour preuve également aujourd'hui, sa définition de la paire aidance que je lui avais demandé en 2024 lorsqu'on a ouvert les groupes, je tenais à ce que sa parole puisse être proposée aux patients avec les dates des groupes, etc., etc. Donc je lui avais demandé de me donner sa propre définition. Et aujourd'hui, je lui ai demandé de nous redonner sa définition de la paire aidance. Elle va vous lire les deux versions et je pense que vous allez tous apprécier qu'effectivement, elle est allée bien loin sur son parcours de rétablissement. Je vous laisse la parole, Aude. Merci. Donc, définition de la paire aidance en juin 2024. En tant que paire aidante, je souhaiterais partager mon parcours de rétablissement ainsi que mes expériences de soins vécus. Je vis avec plusieurs troubles psychiques et je sais que cela peut grandement impacter le quotidien. Je serai donc présente pour vous proposer un échange confidentiel et non jugeant afin de vous soutenir activement dans votre combat pour le rétablissement. Mon rôle vient en complément de votre parcours de soins et a pour but de véhiculer l'espoir. L'espoir qu'au bout de ce long voyage, qu'au bout de ce voyage, il peut y avoir une véritable stabilité, un réel bonheur et plaisir de vivre, et qu'il est possible petit à petit de retrouver l'estime de soi. C'est ça. Ouais, ça me fait bizarre de relire ça. Mon métier, la paire aidance en octobre 2025, donc aujourd'hui. Donc je l'ai fait il y a une quinzaine de jours, c'est ça. Donc la paire aidance consiste à soutenir et écouter sans aucun jugement, ainsi qu'à échanger et partager son savoir expérientiel. C'est une personne ayant choisi de s'investir dans l'entraide après un parcours de vie difficile. Le paire aidant est stabilisé, rétabli et a réussi à trouver un équilibre dans sa vie quotidienne. Il a l'expérience de son propre vécu. Le paire aidant n'a pas vocation à se substituer aux équipes de soins. Il intervient pour enrichir l'offre d'accompagnement et il mobilise ses ressources et peut ainsi apporter des réponses complémentaires dans le cadre de projets d'accompagnement individuel, d'animation ou de co-animation de groupes de parole. Le paire aidant peut rester bénévole ou décider de se former pour devenir professionnel. Donc à titre personnel, je suis devenue professionnelle et je suis passionnée par ce métier qui est le mien. Je m'enrichis chaque jour un peu plus et je souhaite transmettre l'espoir que l'on peut s'en sortir et réussir à s'estimer un peu plus. Merci. Je suis devenue professionnelle et je suis passionnée par ce métier qui est le mien. Aude, c'est très fort puisque ça me permet de conclure sur ce sujet, parce qu'il me semble opportun effectivement de remonter aux chercheurs et à la recherche et de faire évoluer à la recherche sur ces questionnements de terrain pour lesquels les connaissances validées ne sont pas encore disponibles, alors que nous avons la preuve que ça marche et que si nous avions effectivement des études étayées, validées par un programme de recherche sur le rôle et l'impact de la paire aidance professionnelle, tant sur le patient que sur les équipes de soins et que sur le paire aidant lui-même, ce métier pourrait peut-être bénéficier d'une véritable reconnaissance professionnelle, avec des vrais statuts définis, avec une vraie grille métier, accompagnée d'une vraie rémunération en face, et là je parle pour des établissements de santé privés comme les miens qui n'ont pas forcément systématiquement de financement fléché sur ce type de ressources. Pardon ? C'est moi qui c'est pareil. Exact. En tout cas, pour moi, c'est difficile. En fait, je crois que la reconnaissance de ce métier est nécessaire à toute ouverture de poste. On a beaucoup parlé, on parle beaucoup des infirmières de pratique avancée, les IPA. Très clairement, dans ma structure, dans le groupe dans lequel je fais partie, on commence juste à envisager, parce que ça y est, il y a de l'expérience et d'autres établissements se sont lancés avant, on commence à vouloir recruter ce type de profil. IPA, il y a quand même infirmière derrière, c'est validé, c'est rassurant. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tant qu'il n'y aura pas effectivement la recherche qui validera, qui étayera, on aura du mal à faire avancer cette professionnalisation. Et ô combien cette professionnalisation et cette reconnaissance professionnelle est absolument nécessaire pour que justement ils en fassent leur métier et ils vivent de ce métier-là. C'est mon avis, c'est là-dessus qu'il faudrait vraiment permettre à la recherche de flécher son travail. En tout cas, c'est un vœu que je souhaite de tout mon cœur. Je vous remercie de votre attention et nous restons disponibles et à votre écoute.